Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé ce lundi en Guinée-Conakry pour une visite de travail. Une visite qui, selon certaines sources, est le début d'une tournée africaine qui devrait conduire le diplomate russe au Tchad et au Burkina Faso. Si certains y voient une volonté de la Russie de renforcer sa coopération avec l'Afrique, d'autres préfèrent y voir la confirmation de la perte d'influence de l'Occident sur le continent, avec au cœur des enjeux les défis sécuritaires. Quelles sont les motivations de cette nouvelle tournée de Sergueï Lavrov sur le continent africain? Cette visite couplée à l'accroissement de l'influence russe peut-elle restructurer les dynamiques géopolitiques sur le continent? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous savons compter, mesdames, messieurs, sur vous, fidèles téléspectateurs d'Afrique Média, au travers de vos appels tout au cours de cette émission. Nous aurons également droit aux analyses de Charlie Kenyé et en cours d'émission du général Issa Diawara, tous deux analystes politiques. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute première sortie d'appel sur le continent, sur la télévision panafricaine. Comme je l'annonçais déjà en introduction, nous recevons sur ce plateau Charlie Kenyé, analyste politique et géostratège, qui va une fois de plus nous gratifier de ses analyses dans cette actualité de la visite qui concerne justement cette visite de Sergueï Lavrov sur le continent. Il a commencé aujourd'hui par la Guinée-Conakry et devrait, selon certaines sources, se rendre également au Tchad et au Burkina Faso. Charlie Kenyé, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'appel sur le continent. Bonsoir mon très cher frère Mbodo. Bonsoir à nos techniciens, bonsoir à nos milliards de téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie de l'honneur. Alors, d'entrée de jeu, Charlie Kenyé, on va certainement, beaucoup se posent certainement la question, quelles sont les motivations de cette nouvelle tournée de Sergueï Lavrov sur le continent africain, quand on sait que en fin d'année passée, il avait justement une tournée dans ce genre, et aujourd'hui il revient encore et commence cette fois par la Guinée-Conakry. Quelles sont les motivations de cette énième tournée? Dans une dynamique géopolitique internationale qui est portée par la Fédération de Russie et accompagnée d'autres États alliés tels que la Chine, tels que le Brésil, tels que l'Inde, tels que l'Afrique du Sud. Alors c'est une dynamique géopolitique internationale qui aujourd'hui tourne autour d'un nouvel ordre mondial qui serait beaucoup plus juste et équitable pour les peuples du monde, et qui essentiellement tourne autour de la multipolarisation. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui, contrairement à ce monde passé, qui était un monde unipolaire avec comme seul gendarme les États-Unis, ce monde d'aujourd'hui, ce nouveau monde qui est en train de se créer, va se faire avec de nouveaux acteurs qui portent la vision d'un monde beaucoup plus juste, d'un monde beaucoup plus équitable, basé justement sur le respect du droit international et également la souveraineté des États. À partir de cet instant, dans la construction de ce monde géopolitique, avec la création des blocs d'influence et donc l'avènement de cette multipolarité, l'Afrique aujourd'hui est vue par les analystes, par les stratèges, justement, comme le continent par lequel obligatoirement l'avènement de ce monde multipolaire ne peut se faire, sans lequel l'avènement de ce monde multipolaire ne peut se faire. Et donc, à partir de cet instant, les officiels russes, la diplomatie russe, justement, voient en Afrique ce continent-là avec lequel, obligatoirement, elle va devoir échanger, elle va devoir commercer, elle va devoir travailler pour construire ce monde multipolaire, construire ce nouvel ordre mondial qui va s'opposer à l'ancien ou alors qui va arriver comme alternatif à l'ancien monde. Et donc, aujourd'hui, voilà un peu la dynamique dans laquelle s'inscrit la tournée du président du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Et bien, il faut rappeler qu'il arrive en Afrique pour une tournée africaine qui a commencé dans la journée du dimanche à lundi, où l'avion justement du ministre des Affaires étrangères russe a atterri en Guinée-Conakry. Rappelons que c'est une première pour une pareille visite depuis pratiquement 2013. Et que aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères russe n'arrive pas les bras ballants, ou alors il n'arrive pas seul, il arrive aux côtés d'une très haute délégation, c'est important de rappeler ça, une très haute délégation
qui en réalité n'augure simplement que le renforcement des liens, que ce soit économique, politique, culturel et même militaire avec la plupart des États qui vont être visités dans le cadre de cette tournée africaine. On sait également que, indépendamment de la Guinée-Conakry, il y a des États qui vont justement, qui font partie de cette tournée africaine du patron de la diplomatie russe. Vous avez le Tchad, on sait qu'il a annoncé au Tchad, je crois, le 5 juin, précisément mercredi. On sait également, mais là, ce n'est pas encore confirmé, que parmi ces États-là, il y aurait le Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, c'est une tournée, ma foi, qui entre dans le cadre d'une dynamique géopolitique, comme j'expliquais tout à l'heure, mais qui également magnifie le renforcement des liens et de la coopération qui existe aujourd'hui entre l'Afrique et la Fédération de Russie. En tout cas, vous le disiez hein, déjà, c'est la première visite, en tout cas depuis 2013. Et vous avez tout à l'heure précisé justement que Sergueï Lavrov est ici. Justement, n'est pas seul. Il est accompagné d'une très forte délégation. Charlie Kenyé, est-ce que aujourd'hui on doit voir dans cette visite en Guinée-Conakry justement une nouvelle étape dans les relations entre ce pays et la Russie, quand on sait qu'il n'y a pas longtemps, justement, celui qui est à la tête de ce pays aujourd'hui, à la personne de Mamadi Doumbouya, était considéré par beaucoup d'observateurs africains comme quelqu'un qui avait de la peine à affirmer justement son désir de révolution, son désir de changer les choses. Justement, on évoquait cette lenteur à se rapprocher justement de la Russie qui aujourd'hui s'établit, selon certains opérateurs, comme le partenaire, en tout cas le partenaire stratégique le plus crédible pour les pays africains. Est-ce qu'on doit voir là aujourd'hui justement cette volonté de Mamadi Doumbouya là de faire un pas en avant et justement une nouvelle étape dans les relations entre la Guinée-Conakry et la Russie? Non, je pense plutôt qu'on est là dans un cadre de réel politique, c'est-à-dire que c'est du pragmatisme politique. Il ne faut jamais lire ça sous le prisme du fait que le président Mamadou Doumbouya aujourd'hui vraisemblablement aurait compris ou alors se serait rangé avec l'Est. Non, nous sommes là dans un cadre de pragmatisme politique parce qu'il faut dire que dans le cadre sous-régional, Mamadi Doumbouya aujourd'hui tarde véritablement à rassurer. Vous savez que à côté de lui, vous avez les États de l'AES. Sur le plan interne, même il est englué dans beaucoup de scandales. Le niveau de vie aujourd'hui en Guinée-Conakry est en train de régresser. Les Guinéens aujourd'hui, dans leur grande majorité, regrettent les airs ou alors regrettent la période du président Alpha Condé. C'est dit qu'en réalité, sa politique est un échec. Et donc, quand on voit également la manière avec laquelle celui-ci a remanié à une fois son gouvernement, je crois que nous sommes aujourd'hui à pratiquement 3 ou 4 premiers ministres de ce côté-là. Ça démontre à suffire la fragilité, voire même l'inconstance de sa politique en soi. Maintenant, quand vous ramenez ça sur un cadre beaucoup plus international, vous comprenez très clairement que aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train de subir, si on peut dire ainsi comme ça, les réalités politiques internationales, les réalités géopolitiques à l'échelle internationale. Vous savez, dans le cadre justement des défis sécuritaires auxquels la plupart des États africains sont appelés à faire face, vous ne pouvez vraisemblablement apporter des solutions idoines sans passer par la Fédération de Russie. La Fédération de Russie a démontré à suffire non seulement sa sincérité, mais également son envie à aider les États africains qui le souhaitent, qui le sollicitent, à apporter des problèmes aux défis de sécurité auxquels ces États sont appelés à faire face. Et donc, l'arrivée de Sergueï Lavrov, pour moi, s'inscrit beaucoup plus dans le cadre d'un pragmatisme politique, d'un pragmatisme géopolitique, plutôt que dans une volonté, véritable volonté de Mamadi Doumbouya à véritablement changer ou alors apporter un certain nombre de desiderata et de problèmes auxquels son peuple fait face. Et donc, aujourd'hui, il faut dire très clairement que le partenariat avec la Fédération de Russie ne commence pas avec le président Mamadou Doumbouya. Rappelons que du temps même du président Ahmed Sékou Touré, qui a été le premier président de la République de Guinée, il existait déjà une très forte collaboration avec l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Vous savez qu'Ahmed Sékou Touré, aux côtés de Modibo Keïta, faisait partie justement des présidents d'Afrique de l'Ouest qui avait initié un vaste programme de partenariat et de liens économique militaire avec l'Union des républiques soviétiques et socialistes. Et donc aujourd'hui, nous pensons simplement que Mamadi Doumbouya
si vraisemblablement il est dans cette logique-là, ne fait que rester dans la continuité de ses pères fondateurs. Et donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais simplement c'est un phénomène de réalité politique, de réel politique, de pragmatisme politique qui s'impose, qui s'oblige aujourd'hui au président Mamadi Doumbouya, qui comprend vraisemblablement que dans le cadre de l'émancipation et de la résolution au problème dont fait face son pays, il est obligé véritablement de faire appel ou alors de passer par la Fédération de Russie. La technique nous signale que Issa, le général Issa Diawara est désormais en ligne. Alors, général Issa Diawara, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Appel sur le continent. Et je me retourne immédiatement vers vous. Vous avez certainement écouté Charlie Kenyé qui pense qu'ici c'est une question de pragmatisme politique. Mamadi Doumbouya qui se rend compte qu'au vu de l'état actuel de la géopolitique dans le monde, il y a nécessité justement de se rapprocher de l'état russe. Il y a nécessité de nouer également des partenariats avec cet état-là et justement de rester dans la logique de ses pères fondateurs. Alors vous, général Issa Diawara, quelle est votre grille de lecture de cette actualité? Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer Charlie Kenyé, de vous saluer vous-même, de saluer toute l'équipe d'Afrique Média. Vous savez, l'actualité, en ce qui concerne cette tournée du ministre des Affaires étrangères de la Russie, ici au niveau de l'Afrique, c'est tout sauf une surprise. Il faut s'y attendre, parce que vu cette dynamique actuelle dans laquelle l'Afrique et la Russie se trouvent, l'Afrique et même les pays des blocs de l'Est se trouvent, parce qu'il faudrait dire les choses clairement. Cette histoire de guerre froide, elle n'a jamais pris fin. Elle a juste changé de forme. Pour une fois, l'Afrique était passée à côté. Et maintenant, l'Afrique est en train de se rattraper et de revenir de comprendre peut-être les enjeux géopolitiques du moment. Quand nous parlons de l'Afrique, nous parlons sans doute d'une bonne partie, une Afrique importante qui comprend les choses. En témoigne ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'abstinence de certains pays africains. Et là même, il faut aller au-delà, il faut se prononcer. La montée en puissance de ce cadre partenarial entre la Russie et les pays africains, c'est une chose de tout à fait normale. C'est une chose de tout à fait normale parce que quand vous regardez d'un côté, les Russes et les Africains sont agressés par les mêmes personnes. Aujourd'hui, la Russie a plus de 17 000 sanctions. Il pèse sur sa tête. Les États africains, eux, ne sont jamais sortis des sanctions. Parce que tout ce qu'on appelle les accords coloniaux, en fait, c'est des sanctions. C'est une agression économique et politique qui vise à empêcher l'Afrique d'émanciper, d'émerger, parce que le développement de l'Afrique correspond bien sûr au déclin de l'empire du mensonge. Donc pour eux, il faudrait tout mettre en œuvre pour garder l'Afrique dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. Garder l'Afrique dans une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Donc les Africains, conscients aujourd'hui des agresseurs, connaissant des agresseurs qui se faisaient passer par des amis, parce que c'est ce qu'ils ont mis dans les fameux accords coloniaux, c'est-à-dire quand nous sommes en difficulté, ce sont eux qu'il faudrait appeler. Quand nous découvrons quelque chose ici, ce sont eux qu'il faudrait appeler. Or, quand nous sommes en difficulté, ce sont eux qui nous mettent en difficulté. Parce que dans leur plan stratégique, l'Afrique doit demeurer à l'âge de pierre. L'Afrique ne doit aucunement boxer sur le même ring qu'eux. C'est pourquoi ils accusent la Russie de ce qui se passe en Ukraine, mais ils ne s'accusent pas de tous les crimes qu'ils sont en train de faire en Afrique. Donc, dans ce cadre, dans ce contexte, les Russes ont les mêmes agresseurs que les Africains. Donc, naturellement, logiquement, les Africains et les Russes doivent se retrouver. Et si nous nous retrouvons, notre montée en puissance, bien sûr, correspond à la mise en difficulté de l'impérialisme occidental, pas du partenariat. Parce que ce qui se passe entre l'Occident et les pays africains, c'est tout sauf une question de partenariat. C'est une relation du colon au colonisé. C'est une relation du maître à l'esclave. C'est une relation, bien sûr, de paternalisme. Or, avec les Russes, qu'est-ce qui est proposé? Vous voyez la tournée de Sergei Lavrov. Il va dans des pays qui sont amis, des pays qui sont proches, des pays qui voient
de la même façon aujourd'hui que les Russes, ou de l'autre côté, il va dans des pays qui sont dans les seuils de coopération avec les Russes. Mais il faudrait voir les choix des pays choisis dans le cadre de cette tournée. C'est-à-dire, soit ce sont des pays qui sont déjà en très bon terme avec les Russes, soit ce sont des pays qui sont en passe ou qui sont susceptibles d'avoir de bonnes relations avec les Russes. Or, qu'est-ce qui implique aujourd'hui avoir les bonnes relations avec les Russes? C'est-à-dire, c'est appartenir à un monde qui veut se défaire d'un monde unipolaire au profit d'un monde multipolaire. C'est appartenir à un monde qui doit dire non, seul le dollar ne peut pas être la monnaie suprême de l'humanité. C'est appartenir à un monde où on ne conjugue plus les deux poids, deux mesures. C'est appartenir à un monde où on gagne dans un cadre de partenariat. Donc, pour nous, cette tournée de Sergueï Lavrov, c'est logique, ce n'est pas une première, ce n'est pas une dernière, et ça va continuer, et ça témoigne bien sûr des bonnes relations qui ont lieu aujourd'hui entre la Russie et l'Afrique, et des bonnes relations sans doute qui verront le jour très prochainement entre la Russie et l'Afrique. Merci. Merci, je reviens vers vous, Charlie Kenyé. Tout à l'heure, justement, vous avez évoqué cette question. Ok, Charlie Kenyé n'est pas là. Nous restons avec vous, Général Diawara. Tout à l'heure, Charlie Kenyé évoquait justement cette nécessité d'être pragmatique sur le plan politique pour Mamadi Doumbouya. Est-ce que aujourd'hui, avec cette visite de Lavrov en Guinée-Conakry, est-ce que il n'y a pas là une tentative pour Mamadi Doumbouya? Tout à l'heure, Charlie Kenyé parlait justement de la politique de ce dernier qui, en réalité, aujourd'hui, est considéré par la plupart des observateurs sur le continent africain comme étant un échec. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une volonté, justement, de s'allier à une puissance telle que la Russie qui pourrait, justement, lui redonner à lui de la crédibilité à la tête de la Guinée-Conakry? Monsieur le journaliste, une chose est sûre. Vous savez, il n'y a pas un juste milieu dans le monde actuel. Vous choisissez votre camp. Soit vous êtes avec le camp des oppresseurs, ceux qui ont tout le temps dominé, malmené le monde, qui ont un bilan de plus de 20 génocides à leur compteur, soit vous vous alignez avec ceux qui longtemps ont été aussi des victimes comme nous et qui ont aussi subi des génocides et aujourd'hui qui deviennent des puissances. Ce qui pour un autre monde, c'est-à-dire un monde multipolaire, quel est le choix qu'il faudrait faire? Est-ce à vouloir garder, c'est dire qu'on va garder des bonnes relations avec les deux blocs? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Vous savez, du colonel, aussi colonel, le guide libyen Muammar Kadhafi, qui était une très grande puissance. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les pays de l'Est, ni la Guinée, ont encore atteint son degré de puissance. Kadhafi a tenu plus de 40 ans tête à l'Occident. Il a failli d'une seule erreur géopolitique pour qu'il ne tombe et qu'il ne soit assassiné comme... Quelle est cette erreur que Kadhafi avait commise? Il a essayé un moment de s'approcher de l'Occident. Il est même allé à Paris, aux Champs-Élysées, où il a dressé sa tente. Il n'a pas voulu, bien sûr, aller dans les hôtels. Il était un moment devenu un bon ami de Sarkozy. Il a même fait financer la campagne de Sarkozy. Il s'est approché de l'Occident. Il a fait libérer les médecins bulgares et autres qui avaient injecté du virus du sida aux enfants libyens. Il a même promis un marché du dessalement des eaux de mer à l'Occident. Le fait de ne plus choisir un camp et d'être avec ces Occidentaux, ce sont les mêmes Occidentaux qui sont allés au Conseil de sécurité de l'ONU demander un mandat pour venir à bout de Kadhafi. Et ces jours-là, les Russes et les Chinois ont croisé tout simplement les bras pour dire qu'ils avaient le droit de veto. Et M. Muammar Kadhafi, le guide Muammar Kadhafi, a été assassiné. Aujourd'hui encore, si nous voyons des dirigeants africains dire qu'ils vont garder de bonnes relations avec les mêmes Occidentaux, il me semble qu'ils n'ont rien appris de l'histoire récente de l'Afrique. Que tous les dirigeants africains, un autre exemple, un peu plus éloigné, Mobutu, qui
a fait éliminer Lumumba, qui était devenu leur bon ami, à tel point qu'il a même fait changer le nom du Congo au Zaïre. Il est devenu les Zaïre. Mais Mobutu, à la fin de sa vie, il manquait même d'avion pour l'exfiltrer. Lui qui a tout le temps fait pour ces Occidentaux. Comprenez comment Mobutu a terminé sa vie. Comment il allait finir sa vie dans des conditions qu'on ne peut même pas décrire au Maroc. C'est dans ces conditions que Mobutu a terminé sa vie. Regardez aujourd'hui Blaise Compaoré, qui aussi était militaire. Nous savons comment il est venu à bout de Thomas Sankara. Et si moi je vois le colonel Mamadi Doumbia, voisin des pays de l'Est, peut-être, vouloir garder de bonnes relations avec toutes les parties, ça revient au même schéma. Ces gens, à un moment, quand ils voient que vous êtes à 50-50 entre eux et puis le bloc de l'Est, mais ils font tout pour vous éliminer. Dites-vous qu'ils vont toujours vous combattre. Ce qu'ils veulent, c'est même pas que vous leur donnez 90% et 10% à votre peuple. Ils demandent bien sûr 99% et prenez simplement les 1% pour votre peuple. Entretenez votre peuple dans la misère. Il n'y a pas de salut dans une alliance avec l'impérialisme occidental. Aucun pays africain ne réussira dans son alliance avec le monde occidental. Il ment à Ouattara dire que, bon, écoutez, regardez, lui, il travaille de chez lui et autres. Aujourd'hui, Ouattara a fait endetter la Côte d'Ivoire pour plus de 2 générations qui vont continuer à travailler, à rembourser les enfants de Macron et les petits-enfants de Joe Biden sur plus de 40 ans et une dette de plus de 32 000 milliards de francs CFA. Et là, il possède votre pays. Vous ne tenez votre pays que par l'hymne national, par la couleur du drapeau, mais en réalité, ils contrôlent votre pays. Ils tiennent les péages. Ils tiennent les péages, à le contrôle de tous les axes routiers clés, à le contrôle de votre port, à le contrôle de l'aéroport, à le contrôle de vos bases militaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire appartient à 90% à la France. Et ça, c'est dommage. Et dans ça, c'est comme ce qu'on appelle les nègres de maison, excusez-moi du terme, entre guillemets. C'est-à-dire, vous êtes un esclave, donc vous vantez de bien vous nourrir. C'est comme les chiens qui se glorifient de bien manger, d'être bien gras, au détriment du loup qui est libre de toute sa liberté et qui peut se promener, qui peut faire 20 km dans la forêt, contrairement au chien qui n'a même pas intérêt à sortir au risque de recevoir un bâton de son maître. Voici ce dans quoi nous sommes. Donc nous conseillons vivement le président Mamadi Doumbia de choisir le camp, et c'est le camp des vainqueurs. C'est quel camp? C'est le camp de l'Afrique qui se libère, de marcher dans les traces de ses prédécesseurs. Il s'agit bien sûr du patriote Sékou Touré. Sékou Touré, c'est un patriote. On dit qu'il a fait des exactions, non. Il a simplement puni ceux qui travaillaient pour la France et contre la Guinée. Tout Guinéen qui travaille pour la France, contre la Guinée. Mais est-il Guinéen ou bien il est français? Mais c'est la même chose. Les Occidentaux aujourd'hui ne pardonneront à personne qui doit aider la Russie et non l'Ukraine. Et c'est ça, chaque pays défend ses intérêts, chaque État défend ses intérêts. Il y a de mauvais fils dans tous les pays du monde. Il faut simplement savoir les corriger. Pour moi, le pari qu'a fait le président Mamadi Doumbia, vouloir garder des bons termes de part et d'autre, c'est un pari qui ne tiendra pas sur le long terme. Sur le court terme, oui, ça peut l'aider, mais sur le moyen terme, ça serait difficile. Et sur le long terme, bien sûr, il risque d'être en difficulté. Merci beaucoup. Alors, Général Diawara, on se souvient qu'en fin d'année, Sergueï Lavrov avait toujours, de la même manière, était toujours venu en tournée sur le continent africain. Et puis, quelques mois, 2 ou 3 mois après, juste après, les États-Unis avaient également, à travers Blinken, justement, mené également une tournée sur le continent africain, une tournée qui avait été vue par beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes, comme étant une réponse à la tournée de Sergueï Lavrov sur le continent africain. Aujourd'hui, une nouvelle tournée de Sergueï Lavrov sur le continent africain. Est-ce qu'on doit s'attendre à une réaction de la part, justement, soit des États-Unis ou encore des autres puissances occidentales, qu'il faut le préciser, sont en perte d'influence sur le continent?
En fait, ont-ils besoin d'entamer aussi une tournée? Ils sont déjà très présents ici. En fait, c'est la chose en train de les échapper. Ce n'est pas ont-ils besoin d'une tournée? C'est quoi le résultat d'une tournée? La Russie est en train de construire des relations. Et ils avaient déjà des relations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous dites qu'ils sont en train de perdre leur influence. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas que des relations. Ils contrôlaient totalement l'Afrique. Ils étaient les maîtres de l'Afrique. Ils s'étaient même érigés en possesseurs de l'Afrique. N'oubliez pas que Macron, quand il est arrivé au pouvoir, lors de son voyage au Mali, au lieu de venir à Bamako, il est parti directement à Gao, où se trouvaient les troupes françaises. Donc le Mali était comme une province de la France. Ça ne l'intéressait pas. Bamako, ça ne lui dit rien. Il allait uniquement présenter ses vœux aux militaires français, ensuite il est parti. Et il a demandé au président du Mali de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, à son âme, de les trouver tout de suite à Gao. N'oubliez pas que Macron n'a pas besoin d'une tournée, parce qu'il avait fait convoquer déjà plusieurs chefs d'État africains au niveau de la ville d'Espoo, même pas à Paris. En France, là-bas, il leur a dit, trouvez-moi ici tout de suite. Poutine ne fait pas que ça, et je ne pense pas que Poutine pouvait faire de telles choses. Donc, l'Occident avait déjà la même mise sur l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas une perte d'influence de l'Occident au niveau de l'Afrique, mais c'est plutôt le déclin de l'Occident. Parce que l'Afrique, en fait, est en train de se libérer. L'Afrique est en train de se libérer, c'est l'Occident qui est en difficulté. Et la difficulté de l'Occident, une Afrique qui se libère, vous savez, même quand un enfant marche, souvent il s'accroche à beaucoup de choses. Oui. Et souvent, même quand on est malade, on veut se tenir debout, on nous aide souvent avec un bâton, une canne. Ça dit, prenez cette canne, essayez de vous tenir debout. Oui. La Russie, les Chinois et autres, c'est des alliés. Des alliés aussi qui nous aident à nous tenir debout. Mais en nous aidant, eux aussi, ils gagnent. Nous sommes dans une relation de gagnant-gagnant. Nous voulons nous lever. Ils ont besoin d'un peu de ce que nous avons. Et nous aussi, nous avons besoin d'un peu de leur force pour qu'ils nous tiennent bien la main et qu'on se tienne debout. Et qui nous retenait à terre, c'est l'Occident qui était assis au-dessus de nos têtes. Donc nous, en nous levant, obligatoirement, la charge qu'on avait sur notre tête devient beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible. Et cette charge, si nous-mêmes nous ne la tenons pas, elle va se vaciller, c'est-à-dire la charge va tomber. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc notre réveil est bien sûr la chute de l'Occident. L'Occident n'est pas dans une perte d'influence, c'est que l'Occident avait sur l'Afrique. Ce n'est pas une influence, c'est de l'impérialisme. C'est une occupation. Il n'y a pas d'explication de la présence de la base militaire française au Gabon ou bien au Sénégal. Il n'y a rien qui justifie cela. C'est une occupation. La monnaie CFA là, c'est un acte d'agression économique, c'est une guerre économique, les frères CFA. C'est un acte de guerre. Le seul fait d'imprimer des monnaies pour des pays, parce que c'est une monnaie qui aide beaucoup plus la France que nous. La France y gagne plus de 400 milliards de dollars. Donc l'Occident n'est pas dans une perte d'influence. L'Occident est en train d'essuyer des défaites en défaites. Parce que tout ça, c'était des pas de guerre que l'Occident avait fait livre en Afrique. C'est-à-dire une guerre économique avec la monnaie, l'exploitation de nos ressources, et une guerre militaire avec bien sûr la présence de leurs bases militaires, avec la fabrication des fameux groupes rebelles terroristes et autres, comme ils vont les appeler, et une guerre diplomatique. N'oubliez pas que c'est la France qui est notre porte-plume, comme si nous étions des enfants, qui est habilité à saisir le Conseil de sécurité en notre nom, nous défendre partout dans le monde. Quand il y a des problèmes, c'est la France que nous on était censés appeler. C'est ce qui s'est passé en 2012, quand ils ont mis à la tête du Mali un de leurs valets, qui fait appeler la France, une mise en scène. Donc comme si nous étions des enfants. Donc la France avait ourdi tout ce complot. La France, à travers la France, tout l'Occident, contre l'Afrique. Et aujourd'hui, les Africains ont été à la même école que ces gens-là qui ont ourdi de tels complots. Et les Africains sont en train de se libérer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la libération de l'Afrique. Maintenant, Sergueï Lavrov est en tournée. S'ils n'ont pas honte, ils vont essayer de l'imiter. Mais moi, je dis, est-ce qu'ils ont réellement besoin d'imiter, faire semblant comme Sergueï Lavrov? Parce qu'ils ne viennent pas proposer quelque chose comme lui. Parce que lors de ces tournées, c'est des propositions qui sont faites. Qu'ont-ils à proposer à l'Afrique qu'ils n'ont jamais fait subir à l'Afrique? C'est la question qui reste posée. Merci.
Général Diawara, ils sont en Afrique justement, on parle justement de pays d'influence, mais justement lorsqu'on parle de cette visite également, on se rappelle que la Guinée-Conakry est un voisin du Mali, le Mali qui fait justement partie des États de l'AES et qui mène un combat acharné sur son territoire contre le terrorisme et qui est très proche depuis un bon bout de la Russie. Est-ce que ce rapprochement de la Guinée-Conakry aujourd'hui avec la Russie, on parle d'une très forte délégation du côté de Conakry, est-ce que on doit y voir peut-être des signes d'un rapprochement beaucoup plus étroit, d'un rapprochement beaucoup plus accentué entre justement la Guinée-Conakry et les États de l'AES justement pour faire ce front-là dans la lutte contre le terrorisme? Là, je suis déjà, on parle sur un plan purement sécuritaire. Vous savez, peut-être en termes de partage de renseignements, sinon je crois que les pays de l'AES ont des armées aujourd'hui à la hauteur de la menace terroriste. Les armées de l'AES peuvent aujourd'hui en elles seules vaincre le terrorisme. Et c'est presque déjà le cas. Il n'y a pas de sécurité 100%. Et ils peuvent continuer à faire des éruptions. Mais les terroristes sont en train de subir. Puisque ici, malgré toutes les forces qui étaient présentes ici, ce qu'il faudrait s'attendre du côté de la Guinée, déjà les pays de l'Est sont proches de la Guinée, c'est une réalité. N'oubliez pas que quand la fameuse CEDEAO a décrété sa guerre économique contre le Mali, qu'elle a fait appeler sanctions, la Guinée est le premier pays à lire une déclaration pour dire qu'elle se désolidarise et qu'elle ouvre ses frontières et son port au Mali. Ça, c'est un geste fort. N'oubliez pas, quand il a été question de mener cette agression militaire contre le Niger, les pays de la CEDEAO alliés à la France qui avaient amassé plus de 4000 hommes du côté du Tchad et que le Tchad s'était déjà opposé, non seulement que lui-même le Tchad ne participe pas à l'opération, mais que le Tchad ne va pas permettre que son territoire soit une base arrière pour déstabiliser le Niger. Et d'ailleurs, ce qui a coûté la vie au défunt ministre de la Défense du Tchad, qui avait peut-être son intimité exposée sur les réseaux sociaux, et ensuite il a payé sa chair de sa vie. Donc la Guinée est déjà très proche des pays de l'Est, et lors de cette déclaration d'agression contre le Niger, la Guinée n'a pas fait un communiqué conjoint avec le Burkina et le Mali, mais a fait un communiqué à peu près de la même teneur. De quoi il était question dans le communiqué de la Guinée? Que si le Niger est attaqué militairement par la CEDEAO, la Guinée se retire totalement de la CEDEAO. Oui, le Mali, à la seule différence, le Mali et le Burkina avaient laissé entendre qu'ils allaient bien sûr non seulement se retirer de la CEDEAO, mais ils ont ajouté quelque chose, c'est-à-dire c'est une guerre aussi contre eux. C'est-à-dire c'est des pays qui vont entrer en guerre. Ça, c'est que le Mali et le Burkina avaient ajouté d'un grand. Mais déjà, le seul fait pour la Guinée de dire qu'on se retire de la CEDEAO si le Niger est attaqué militairement, c'est un geste fort de solidarité. Et là, nous pensons peut-être, c'était quoi l'agression militaire contre le Niger? Ça a pris deux formes. Mais le Niger a été bel et bien attaqué militairement, mais de façon indirecte. Ils ont créé des fameux groupes rebelles à partir de chez Patrice Talon. La dernière attaque contre le Niger, beaucoup d'hommes armés ont été filmés entrant du côté de la frontière Niger-Bénin. Et d'ailleurs, que font tous ces militaires de la junte macronienne dans la ville de Kandi au Bénin? On dit que c'est une présence non permanente, mais que font-ils là-bas? Certains me disent, des pseudo-intellectuels, que c'est pour aider à combattre le terrorisme. Mais depuis quand ceux qui fabriquent le terrorisme combattent le terrorisme? Comme on le dit à Bambara, c'est-à-dire quoi? Celui qui prétend chercher l'aiguille perdue, mais qui a lui-même sciemment les pieds sur l'aiguille. Comment vous voulez qu'on retrouve cette aiguille? C'est pas possible. Ce sont eux qui fabriquent le terrorisme. Et les appeler pour combattre le terrorisme, c'est un non-sens. C'est une incohérence totale. Ça ne colle pas. Donc, la Guinée est déjà proche des pays de l'Est. La Guinée est un pays frère, un pays avec lequel, et n'oubliez même pas que le Burkina et le Mali
on fallait créer un seul État fédéral avec la Guinée avant que Bazoum ne soit renversé du côté du Niger. Nous ne savons pas pour quelle raison la Guinée s'est peut-être retirée après, parce que nous avons vu à un moment beaucoup de pression des pseudo-intellectuels aussi du côté de la Guinée sur le président Mamadi Doumbia. On n'a pas la même réalité que ces gens du Mali, du Burkina. Ils combattent le tourisme et autres. Mais les Mali et le Burkina avaient le même discours peut-être quand le tourisme était du côté de la Libye. Et nous avons réussi ça ici en pleine figure. Et aujourd'hui, être frontalier du Mali et du Burkina dire que le tourisme n'est pas ton problème, franchement, je ne comprends pas dans quelle école de telles analyses ont été. Et pour terminer, la venue de Sergueï Lavrov du côté de la Guinée, bien sûr, les pays de l'Est entretiennent de très bonnes relations avec la Russie. Et si des relations russo-guinéennes montant des crans venaient à être encore très bonnes, bien sûr, cela a des retombées en faveur des pays de l'Est. Cela va faciliter encore davantage beaucoup de choses entre les pays de l'Est et la Guinée. Et je ne vois aucune raison, vu historiquement, que le Mali, la Guinée ont tout le temps participé à un seul ensemble. Tant que ce soit des royaumes, des empires et autres, et même le Burkina, et une bonne partie de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, et au-delà jusqu'en Guinée-Bissau, qu'est-ce qui empêche la Guinée aujourd'hui de rejoindre la confédération AES? Je ne vois aucune raison. Parce que historiquement, nous sommes un seul peuple. Les grandes personnalités du Mali sont les grandes personnalités de la Guinée. Ici, au Mali, vous trouverez des gens qui ne jurent qu'au nom de Sundiata Keïta. En Guinée, vous trouverez les mêmes personnes. Ici, au Mali, vous trouverez des gens qui ne jurent qu'au nom de Fakoly Doumbia. En Guinée, vous allez trouver les descendants de Fakoly Doumbia. Au Mali, vous trouvez des descendants de Touramaga. Et en Guinée, vous avez les descendants de Touramaga aussi. Nous autres, je suis Diawara, je suis descendant de Damagile. En Guinée aussi, vous avez les Diawara, descendants de Damagile. Donc nous sommes un peuple en fait. Nous avons la même histoire, la même culture, nous portons les mêmes noms. Donc je ne vois aucune raison et nous faisons face aux mêmes ennemis. Les mêmes qui ont saboté les frères guinéens à l'indépendance, les mêmes qui ont amené beaucoup d'opérations militaires contre la Guinée, sont les mêmes qui nous attaquaient aussi. Et hier, on avait des ennemis, nos présidents, Sékou Touré et Modibo Keïta étaient ensemble. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, nous sommes soumis aux mêmes attaques pour que le Mali, bien sûr, et tous ces pays ne forment pas un bloc. Cette frontière entre le Mali et la Guinée, nous savons que c'est une frontière artificielle. Jamais, jamais, vous ne verrez le Mali s'apprendre à la Guinée et jamais la Guinée ne pourra s'apprendre au Mali. Tellement les liens sont très, 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 très forts. Donc, il est difficile même de distinguer un Malien d'un Guinéen. Les Guinéens savent de quoi ils sont en train de parler. Donc, le Mali, la Guinée, c'est un seul peuple. Et nous pensons que nous allons réussir, bien sûr, à mettre fin, ou en tout cas à dépasser ces frontières qui sont juste physiques, qui sont tracées ici, et à les rendre, bien sûr, des trucs qui sont dépassés. Nous pensons, bien sûr, que la Russie, si elle entretient encore de très bonnes relations avec la Guinée, nous n'avons même pas besoin d'attendre la Russie pour ça. Les pays de l'Est et la Guinée doivent bien sûr continuer des discussions. Il était question au début de créer un État fédéral. Ce n'est plus un État fédéral, c'est la Confédération. Bien sûr, ils doivent continuer à séparer pour que nous construisions un bloc. Unis, nous sommes forts. Parce que la garantie, c'est quoi? Les gens souvent ont peur de s'éloigner de la France. On dit la France va vous renverser. Or, aujourd'hui, en décidant de rejoindre l'AS, vous êtes à l'abri de toute agression de la France. Aucun groupe militaire que la France ne puisse manipuler ne peut atteindre la puissance d'effet à 5% des armées de l'AS. Qui rejoint l'AS est bien sûr protégé. Merci. Merci, Général Diawara. Nous vous rappelons, très chers téléspectateurs, que vous avez désormais la possibilité d'appeler et d'intervenir dans cette émission d'appel, dans cette sortie d'appel sur le continent. Vous appelez uniquement via WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Appel sur le continent se poursuit naturellement sur la télévision panafricaine, sur Afrique Média. Nous parlons de la visite, ou alors si vous voulez de la tournée de Sergueï Lavrov sur le continent africain. Nous parlons des enjeux sécuritaires qui sont notamment au cœur de cette visite. Et je reviens vers vous, Général Diawara. Est-ce que
Est-ce que aujourd'hui, avec cette visite, cette nouvelle tournée en Afrique, couplée à l'accroissement de l'influence russe, cela pourrait, est-ce que ces deux ingrédients réunis, selon vous, pourraient contribuer encore plus, parce qu'on a déjà assisté, on l'a observé, une certaine restructuration des dynamiques géopolitiques sur le continent. Est-ce que ces deux ingrédients aujourd'hui mis ensemble, cette nouvelle tournée et l'accroissement de cette influence pourrait encore plus impacter sur la restructuration des dynamiques géopolitiques sur le continent africain? Puis, la toute première tournée de son excellence Sergei Lavrov, l'impact s'est déjà fait sentir. Et d'ailleurs, vous avez évoqué toutes les tournées du bloc de l'autre côté, parce qu'à l'époque, et les Américains et les Français, chacun avait engagé une tournée. Et même les Allemands sont arrivés. C'est vrai, le timing était un peu différent, mais c'était dans le même ordre d'idées. Aujourd'hui encore, cette tournée, bien sûr, a des impacts. Et ça fait déjà parler dans beaucoup de médias. Et cette tournée, n'oublions pas, une tournée n'est utile qu'en termes de résultats engagés. Quand son Excellence Sergei Lavrov va repartir de la Russie, quels seraient les accords officiels et non officiels dans les coulisses? C'est là qu'on combat l'impérialisme surtout. Qu'est-ce qu'il aurait obtenu comme accord, comme engagement de la part du président le colonel Mamadi Doumbia? Quelle garantie, lui, il aurait donné au colonel Mamadi Doumbia? Il est important de souligner et de préciser comment que nous sommes en train d'enrichir cette émission. Déjà, le Tchad est en train de s'affranchir petit à petit de ce que vous avez appelé l'influence française, que j'appelle l'occupation de la France. Parce que du côté du Tchad, vous avez dorénavant, d'après nos informations, des militaires russes à un certain niveau, en termes de sécurité haute. Parce que la vraie menace qui pèse sur les dirigeants africains, c'est quoi? C'est que la France va vous éliminer. Oui, ils ont commis plus de 17 attentats, c'est-à-dire plus de 17 chefs d'État et chefs de gouvernement africains ont été éliminés physiquement. On ne parle pas des chefs culturels, des leaders coutumiers et autres. Ça, c'est uniquement des chefs d'État et de gouvernement. Donc, c'est cette menace, c'est ce terrorisme d'État que la France fait exercer sur les pays africains. Quiconque tente de s'affranchir de moi, de ma toute-puissance, dites-vous que je vais vous faire éliminer physiquement. Et elle a montré par le passé qu'elle avait plusieurs moyens. Or, aujourd'hui, avec la montée en puissance des armées de l'AS, par exemple, la France ne peut plus monter un groupe. Par exemple, si la Guinée rejoint l'AS, d'emblée, vous tentez une rébellion contre la Guinée, c'est-à-dire vous l'avez tenté contre le pays de l'AS. Donc, c'est en soi une sécurité, une garantie. Donc, c'est cette tournée de Sergei Lavrov, pour moi, ça vise d'abord à rassurer les pays africains qui veulent s'émanciper des blocs impérialistes, qui n'ont rien. Dès que vous décidez de vous libérer, la première des choses à faire, c'est ce que la Russie a fait du côté du Tchad. C'est-à-dire quoi? La Russie a fait dépêcher plus de 120 militaires du côté du Tchad pour aider à la sécurité du président du Tchad. Donc la même chose est répétée un peu partout. Merci. Alors, Général Diawara, nous allons prendre quelques appels de nos amis téléspectateurs avant de revenir certainement vers vous. Nous leur rappelons, bien sûr, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que vous pouvez désormais, au cours de cette première sortie, l'appel sur le continent, sur la télévision panafricaine, appeler et donner vos avis par WhatsApp, par appel WhatsApp, uniquement au numéro qui s'affiche bien évidemment au bas de vos écrans. Comme nous le disions, nous parlons de cette tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, une visite qui a commencé, qui a débuté aujourd'hui en Guinée-Conakry et qui devrait le mener au Tchad, qui devrait, selon des sources, également le mener au Congo. Et c'est pas encore sûr, mais qui devrait
également le mener au Burkina Faso. Le Burkina Faso, qui, il faut le préciser également, entretient déjà de très bonnes relations avec la République fédérale de Russie. Vous appelez par WhatsApp au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans et vous donnez votre point de vue sur cette actualité, votre grille de lecture sur justement cette visite, cette énième tournée de Sergueï Lavrov sur le continent africain. Quelles en sont les motivations, quel impact, ou alors est-ce que cela pourrait contribuer justement à accroître la restructuration même des dynamiques géopolitiques sur le continent? Est-ce que cela doit également être vu comme une future possibilité pour la Guinée-Conakry notamment, qui reçoit sa première visite du genre depuis 2013, de se rapprocher un peu plus des États de l'AES qui, eux, sont déjà dans une étroite coopération avec justement la Russie. Nous prenons ce premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vos invités, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous ceux qui écoutent Afrique Média. Alors, concernant cette tournée du ministre des Affaires étrangères russe, nous pouvons voir déjà que certains de nos chefs d'État africains comprennent l'enjeu de la bataille, de cette lutte, de cette guerre. Vous savez, ceux d'en face sont des menteurs. C'est des gens qui n'ont jamais respecté leur engagement. Parce que ce n'est pas un engagement. Tant pis pour vous qui croyez que c'est un engagement. Ils s'en fichent. Mais c'est mauvais. Ils pensent que ce serait éternel. C'est des trompeurs, des menteurs. Et vous voyez, ce qui est encore grave, ils ne font que penser du mal des Africains. Ces Occidentaux, ces impérialistes américains et européens. Il ne faut que chaque fois penser du mal des Africains. Mais quelle vie qui est ça? Alors aujourd'hui, il y a une opportunité qui est donnée. Ça que les Africains demandent, c'est donné par le divin. C'est le multipolarisme aujourd'hui. Nous invitons les Africains, chefs d'État africains, à ne plus hésiter. N'hésitez plus. Notre seul ennemi, réaliste, esclavagiste, des buvets de sang humain. Voilà. Si vous êtes là, tergiversé encore pour dire non, coopération, il n'y a aucune coopération, il n'y a jamais, il n'existera pas de coopération entre ces impérialistes et les Africains. Parce qu'ils ne vous voient pas comme des hommes. On vous parle des droits de l'homme. Vous n'êtes pas des hommes. Mais si vous pensez que c'est parce que des menteurs, il ne faut que vous trompez. Alors, saisissez l'occasion. Tournez dos à l'Occident. Nous avons de comptes à rendre à l'Occident. N'hésitez plus. Alors, si Doumbouya a compris, tant mieux. Denis Sassou, il doit comprendre parce que quand il se rendait en Russie, il a vu les péripéties qu'il avait subi. Et il a subi. Au Tchad, vous vous souvenez, avant les élections, le jeune Dakar appelle à des institutions pour pouvoir le protéger. Effectivement, parce qu'il sait ce qu'il y a, il se connaît. Il connaît ces gens-là. Alors, pour dire en gros que nous demandons aux pays africains, même les anglophones, à ne pas hésiter. La Russie est dans le jeu avec nous. La Russie est menacée comme nous sommes menacés. Alors, nous devions en principe collaborer avec la Russie et l'Iran, ceux qui sont les ennemis de nos impérialistes, de nos malfaiteurs. Nous devons coopérer avec eux pour former un seul bloc, pour chasser. Parce que vous savez, si l'Afrique n'est pas libérée de ces impérialistes-là, il n'aura pas la paix sur la terre. Il n'aura pas la paix. Et lorsque l'Afrique sera libérée, vous allez les voir dans la terre. Vous allez les voir dans la terre. Et nous sommes prêts pour ça. Et nous allons y arriver. Quelle que soit la volonté de Patrick Talon et autres, tant mieux pour eux, nous allons y arriver. Et je passe par ici pour lancer un appel à l'équipe de Patrick Talon. Que le pays n'est pas en otage pour eux. Nous avons des présidents comme Kérékou et des rois comme Biazin, Kabaïsé, Consort.
Leur lutte n'est pas d'aide. Ce que vous faites là-bas au Bénin, soi-disant que vous faites la démocratie, tant pis pour vous. Vos biens qui sont en Europe vous seront arrachés. Tous les Africains qui ont des biens en Europe, en Afrique, on va vous arracher cela, vous n'aurez rien à faire parce que les temps sont chauds. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, courage à ceux-là, décidez, tournez droit à l'Occident, tournez droit à l'Occident, et ça est sérieux. Mais vous ne le faites pas pour vous-même, mais pour la génération à venir et pour le continent africain. Nous sommes en guerre, si vous comprenez, c'est bon. Et nous devons vaincre cette guerre. Tapis et malheur, retraite. Malheur, retraite. Arrête ici. Dieu bénisse. Merci à vous, cher monsieur. Vous êtes toujours sur Afrique Média, vous suivez Appel sur le continent. Vous pouvez également appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran uniquement via WhatsApp. Une visite de Sergueï Lavrov qui est apparemment et de toute évidence bien vue par bon nombre d'Africains, une visite qui n'est pas la première et qui certainement ne sera pas la dernière. Général Diawara, on assiste là à un véritable renforcement, il faut le dire, de la position même de la Russie sur le continent africain, on le disait déjà, et cela augure également certainement et probablement un rapprochement très fort, vous l'avez déjà dit, avec d'autres États de l'Est, notamment pour ce qui est de la Guinée-Conakry qui reçoit sa première visite depuis 2013. Nous recevons un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Afrique Média. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à mon très cher journaliste Jean-Eudes. Bonsoir au Charlie Gagné, le CG. Et bonsoir à tous les techniciens, Carlos, Joël, Nathan. Nombre. Lorsque j'ai fini de dire ça, permettez-moi, mon cher journaliste, à saluer l'unité politique qui est en gestation de l'AES, l'unité politique continentale, et surtout saluer l'unité politique, l'unité des peuples africains autour de la question du panafricanisme. La tournée de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, est une tournée géopolitique qui a une lecture vraiment géostratégique. Je m'explique. Vous n'êtes pas sans savoir que la guerre du côté de l'Ukraine, ou bien l'opération spéciale du côté de l'Ukraine, c'est une opération qui a des raisons et des fondements. Ce ne sont pas seulement la de Lugansk ou bien des territoires d'Odessa. Le réel problème du conflit de l'autre partie, ou bien l'autre, ce sont les relations internationales et les positionnements géostratégiques au XXIe siècle, en passant par l'Afrique qui constitue le grenier de toutes les ressources naturelles du monde. L'Occident collectif a commencé par les États-Unis et l'OTAN en général, en an d'après la Russie, parce qu'elle a décidé de venir conquérir l'Afrique et de faire les affaires en Afrique. C'est pour cela que la guerre aussi en Ukraine a lieu. Ce parallélisme ou bien cette géostratégie se trompe largement, d'autant plus que c'est ça même la réalité ou bien la vérité des faits. Aujourd'hui, si Sergueï Lavrov est dans une diplomatie offensive, c'est pour justifier justement la raison d'être du conflit en Ukraine. Voilà pourquoi la France de Emmanuel Macron, l'ami des homosexuels, est en train de vouloir envoyer des instructeurs, des guerriers, des mercenaires en Russie pour combattre. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Ukrainiens, ce n'est pas pour que les territoires Odessa reviennent, ou bien Mariupol, ou bien Lugansk reviennent aux Ukrainiens, c'est pour que la Russie renonce à la libération et à la protection des pays africains. En réalité, c'est ça la lutte que la France est en train de mener. Aujourd'hui, on n'effraie pas
le créateur des effrayeurs. C'est-à-dire l'origine des fauteurs, personne n'a le monopole de la déstabilisation. Et ce n'est pas une puissance qui a peut-être 400 bombes nucléaires ou bien combien là, je ne sais même pas, qui ne peut même pas reporter, qui va effrayer une puissance nucléaire, la première puissance nucléaire au monde qui a plus de 8000 têtes de bombes nucléaires. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert et c'est avec 2 bras que l'Afrique est en train d'accueillir la diplomatie russe ou bien du bloc de l'Est en général. Parce que qui dit diplomatie russe voit indirectement les BRICS qui sont derrière cette diplomatie. Parce que nous ne leur pas la face, le bouleversement de la géopolitique en faveur du bloc de... Ce sont les victimes d'hier qui sont devenues aujourd'hui les maîtres d'aujourd'hui. Et rien ne fera changer ça. Lorsque vous regardez la trajectoire que Sergueï Lavrov est en train de suivre, de la Guinée, en passant par les autres pays, le Tchad, comment on l'appelle, le Burkina Faso, qui vous a dit qu'il n'ira pas au Mali? Personne. Donc, ça veut dire que comment faire pour réunir tous les Africains autour de la question de l'unité politique du continent, avoir une défense commune, une monnaie commune et, comment on l'appelle, avoir une diplomatie commune pour pouvoir faire face à l'anthropophagie, pour pouvoir faire face à l'impérialisme qui est dangereux et qui est en train de vouloir conquérir tout en Afrique. Voilà l'objet de la visite de Sergueï Lavrov. Et nous, en tant que panafricanistes engagés, nous sommes très fiers de cette visite et nous pensons que cela renforcerait et cela persuaderait plus les Français et l'Occident collectif à renoncer à leur projet machiavélique de venir reconquérir l'Afrique et de venir livrer, comme on appelle, les mercenaires et les supplétifs terroristes sur le plan africain, à venir les livrer, qu'on appelle comme du pain béni. Nous sommes fiers de cette visite et nous encourageons, qu'on appelle la multipolarité un peu partout dans le monde. Nous attendons les Iraniens, nous attendons les Nord-Coréens, nous attendons les Vénézuéliens et nous attendons tout le monde, tous ceux qui viendront et qui respecteront, qu'on appelle premièrement notre dignité, deuxièmement qui respecteront notre souveraineté et troisièmement qui ne viendront pas nous dire avec qui nous devons avoir des relations et avec qui nous ne devons pas avoir des relations. La loi criminelle votée au niveau du Congrès américain qui interdit qu'on appelle aux pays africains de commercer ou bien d'avoir des relations avec les Russes, c'est une loi qui est déjà perdue et qui est vouée à l'échec. Nous saluons encore cette visite et nous encourageons les peuples africains à rester unis derrière les pays de l'Est, cette portion du continent qui va démarrer l'unité politique de notre continent. Et comme le dit la sommité des sommités, le président Bandakani, ce combat, c'est un combat qui est géré et dirigé par le vrai Dieu. Il a sa main dedans, il en est le propriétaire et personne, je dis bien personne, personne n'a jamais défié Dieu parce que entre le créateur et la créature, il y a toujours une différence. Afrique Média, le monde c'est nous. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, merci à vous, monsieur Sidi, vous qui nous appelez depuis le Bénin, il faut le préciser. Mesdames, messieurs, nous continuons à parler justement de cette tournée de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, visite qu'il a entamée ce lundi en Guinée-Conakry. Il faut le préciser peut-être, la Guinée-Conakry est un pays limitrophe au Mali, le Mali qui est l'un des États de l'AES, qui aujourd'hui est engagé dans une véritable rupture avec la diplomatie, dans une véritable rupture en tout cas avec la France et bon nombre d'États occidentaux, mais surtout également et aussi avec les États-Unis d'Amérique, notamment ce Mali-là qui a décidé de
prendre sa souveraineté en main, qui a décidé de nouer des relations avec un bon nombre de partenaires qui seront jugés stratégiques par son propre gouvernement et sans être dictés par qui que ce soit. Cette Guinée est également limitrophe, il faut le dire, avec la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui considérée par beaucoup d'observateurs et de panafricanistes comme étant la base arrière des États occidentaux et des États-Unis. Vos contributions par appel via WhatsApp uniquement au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Nous continuons de les prendre et je reviens vers vous, Issa Diawara, en attendant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on assiste là à une véritable fortification des frontières des États de l'AES? On l'évoquait déjà avec cette Guinée qui est limitrophe au Mali et qui, bien sûr, est également limitrophe à la Côte d'Ivoire, quand on sait que la Côte d'Ivoire est considérée aujourd'hui par beaucoup d'observateurs comme la base arrière justement de ces puissances occidentale. Est-ce que aujourd'hui c'est la présence de la Russie sur le territoire justement guinéen ne peut pas être considéré comme un renforcement de la sécurité justement autour des États de l'AES? Non, vous savez, la Guinée c'est toujours un plus, ça il ne faut pas oublier. J'ai déjà expliqué historiquement et même en termes d'actualité pourquoi une alliance avec la Guinée est nécessaire. La Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. C'est le président Sékou Touré qui le disait par son nom. De l'autre côté, par rapport à la Côte d'Ivoire, les Occidentaux en ont fait leur base de repli, mais la question c'est jusqu'à quand? N'oubliez pas que Bazoum était leur vraie base de repli en termes militaires. La Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est beaucoup plus en termes politiques et en termes économiques. Les volets militaires, oui, par rapport à la formation, parce qu'il y a quelques bases militaires françaises là-bas où on forme les terroristes. À ce niveau, oui, ça, c'est une puissance nuisible. C'est une force nuisible. Et vouloir, bien sûr, nous sécuriser de la Côte d'Ivoire, ça serait bien. Et si la Guinée arrive et collabore en termes de renseignement avec nous pour contrer d'éventuelles menaces qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est bien. Si la Guinée rejoint ou bien trouve un cas de partenariat avec les pays de l'Est, ça pourra profiter aussi à la Guinée parce que les pays de l'Est ont une vraie machine en termes de renseignement, une vraie puissance qui puisse mettre à l'abri non simplement les pouvoirs même en Guinée, mais aider aussi les Guinéens, tout comme les pays de l'Est aujourd'hui, à trouver des très bons partenaires. N'oubliez pas que les pays de l'Est sont en train d'aller vers la technologie aujourd'hui du nucléaire civil pour sortir des couacs énergétiques et autres. C'est un problème qui frappe presque toute l'Afrique subsaharienne. Donc un partenariat avec la Guinée, c'est du gagnant-gagnant. Et ça serait un renfort de taille. Et effectivement, M. Dramane Ouattara verra peut-être un peu isolé dans son projet. Mais Alassane Dramane Ouattara, peut-être que les gens placent peut-être un peu haut pour moi, il n'est pas aussi haut que ça. Parce qu'un régime, c'est croyant fort sensiblement que le régime souvent est très faible. Je répète, Bazoum était entouré des milliers de ces gens-là et Bazoum était entouré des bases militaires de la France, de l'Italie, des États-Unis, d'Allemagne. Toutes ces bases entouraient le palais présidentiel. Ce qui n'a pas empêché Bazoum un beau jour de se lever, mais trouver que sa porte était déjà fermée à clé, mais de l'extérieur. Donc c'est pas compliqué. Alassane Dramane Ouattara, il peut continuer à faire tout ce que les Occidentaux veulent, en échange bien sûr d'une garantie de non seulement faire un mandat, 2 mandats, 3 mandats, maintenant il parle d'un 4e mandat. Et il peut continuer à le faire. Mais comme l'a dit mon frère Sidi du Bénin, il y a Dieu aussi qui est là, et puis il y a la force du peuple africain. Ce qu'il oublie, l'Afrique c'est un continent millénaire. Donc nous avons suffisamment d'ancêtres qui étaient très puissants. Ce qu'il fait, c'est juste au-dessus d'eux, parce qu'ils sont sous la terre, ils ne sont pas loin de nous. Il peut continuer avec de tels agissements. Tous ceux qui ont collaboré avec les Occidentaux contre l'Afrique ont très mal terminé. Et il est toujours temps de revenir, mieux vaut tard que jamais. Et s'il ne revient pas, ça n'engage que lui. Les pays de l'Est, l'avenir de la Guinée serait une bonne chose, mais je ne pense pas que la non-venue de la Guinée aussi va handicaper les pays de l'Est, qui sont déjà 3 pays, ça il faut le dire. Et les 3 pays
Et si vous les mettez ensemble, c'est une confédération. Aujourd'hui, c'est le pays le plus vaste d'Afrique en termes de superficie. Et il n'y a aucun pays dans toute l'Europe qui peut nous tenir à la cheville. Nous ne parlons pas de la Russie qui est un continent à cheval entre deux autres continents, un petit continent européen et puis l'autre asiatique est de l'autre côté. Et les pays de l'Est, je pense, ont tout aujourd'hui pour se suffire à eux-mêmes. Il faut juste rehausser peut-être les niveaux, booster davantage le niveau de notre diplomatie, passer à une diplomatie réellement offensive, et même nos stratégies militaires, peut-être il faut repenser ça dans un cadre géopolitique, géostratégie qui prend en compte surtout les enjeux au niveau de la région. De la région, c'est-à-dire au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une présence de nos partenaires russes au Tchad, qui fait frontière avec les pays de l'Est. Et le Tchad fait frontière avec RCA, République centrafricaine, qui fait frontière, qui aussi connaît la présence de nos partenaires russes. La République centrafricaine fait frontière avec la RD Congo, où les Russes aussi viennent encore d'atterrir. C'est-à-dire d'Afrique de l'Ouest jusqu'au Congo, nous avons dorénavant un même espace politique et qu'il faudrait savoir exploiter, parce que nous avons à peu près les mêmes partenaires en termes sécuritaires. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place une organisation qui correspond bien sûr à ces formats bien sûr de lutte, à ces formats, à ces cadres de libération de l'Afrique tels que nous sommes en train d'imaginer. Et que les pays qui ont accepté de collaborer avec les risques, c'est des trompes, de vouloir dire qu'on garde de bonnes relations avec tout le monde. Les Occidentaux ne pardonneront à aucun pays africain qui a noué des liens pour sa libération, pour sa liberté. Donc, à vouloir marcher des chemins à la fois, il faut faire face à ces impérialistes et nous les combattons avec la même ardeur, avec le même engouement, avec la même motivation. Si nous ne comprenons pas cela et que certains veulent jouer au plus malin, malheureusement, je pense que ça risque de mal tourner pour eux. Aujourd'hui, en tout cas, dans ces jours, la Guinée reçoit Sergei Lavrov et il faudrait le dire clairement, Mamadi Doumbia, qu'il le veuille ou pas, il est dans la ligne de mire de ces Occidentaux. Donc, pendant qu'il est temps, il faut savoir rejoindre le grand groupe pour qu'ensemble, on travaille pour la libération et l'émancipation de l'Afrique. Merci Général Diawara. Nous allons prendre cette autre série d'appels avant de peut-être... Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Cossetter. Je sais que c'est pas facile, mais l'essentiel, c'est que vous me donnez l'antenne. Je suis M. Peter Brown, je m'appelle depuis Glasgow. Je vais donner mon petit point de vue sur une thématique qui est très intéressante parce que il se passe des choses assez étranges dans ce monde et on se retrouve un peu il y a 124 ans, je peux même dire 120 ans, puisque entre 1912 et 1913, il a commencé à avoir des alliances européennes. Il y avait les alliés et il y avait la Triple Alliance. Jusqu'à ce que le goutte d'eau déborde le vase quand l'archiduc François Ferdinand a été assassiné et ça a déclenché la guerre. Vous voyez, c'est très triste et je vois encore que en 1939, il y avait encore ce même mécanisme que les Britanniques, les Américains, les Hollandais et les Français avaient fait en sorte qu'il y ait un blocus par rapport à la révolution des bolcheviks en Russie, puisque leur objectif c'était quoi? Il fallait disloquer la Grande Russie de l'époque, right? Et le fait qu'ils se sont constitués en union de république soviétique, ça a été le goutte d'eau qui a débordé le vase et les Britanniques, les Anglo-Saxons et les Français ont décidé de pouvoir trouver quelqu'un qui allait être le mèche. Et c'était la personne de Hitler, ce Autrichien d'origine, qui était tout simplement dans son Autriche tranquille, a été opté, il a été coaché, on l'a financé, il a créé son parti, le national-socialiste, qu'ils appellent le... C'est pas un adjectif défectif, non, mais plutôt la signification d'un parti politique, ok? Quand il a créé son parti, il y a eu cette montée en puissance jusqu'à ce qu'il soit nommé Reich, donc ce qu'il appelle le Troisième Reich. Et c'est par de là qu'il a commencé à avoir l'appétit.
Mais dans le deal, il était dit que l'Allemagne ne devait pas vaincre la Russie. Et la Russie, si elle devait repousser l'Allemagne, elle ne devait pas éraser l'Allemagne. Ok? Et c'est pourquoi, quand on suit bien le fin de la Deuxième Guerre, on a vu que les troupes britanniques et américaines se sont précipitées dans Berlin parce qu'ils savaient que la mer Rouge allait venir pour envahir. Maintenant, si je viens dans le contexte actuel, nous nous retrouvons dans cette même situation. Et les Occidentaux, pour eux, comme ils croient mordicus à leur maître américain, ils se sont dit que si on laisse la Russie battre et vaincre l'Ukraine, ça va être... Alors, que font les dirigeants européens? C'est de créer le stupeur dans le cœur de leur population, surtout en France, où on veut faire croire aux Français que la Russie veut attaquer la France. Ok? Mais qu'est-ce qu'il fait, M. Poutine et son équipe? Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Lui, il est objectif dans son opération spéciale, right? Voilà pourquoi, par ricochet, pendant que les Européens sont en train de s'agiter, quand bien même on sait qu'ils ne peuvent pas attaquer la Russie comme ça à bras ouverts, ce qui serait très fatal pour eux, parce que la riposte va frapper toutes les capitales européennes, je parle de Londres, Paris, Rome, Madrid, etc., y compris même les États-Unis, why not? Donc, Poutine, il utilise les stratégies géopolitiques, c'est-à-dire rafler au maximum les pays africains. Voilà pourquoi il a envoyé son numéro 1 en diplomatie, en la personne de M. Lavrov, pour aller convaincre les pays africains de bien fonder de ce monde multipolaire qui est en train d'être créé, où chacun est libre de choisir qui il veut, chacun est libre de mener sa propre politique interne sans avoir le bâton du FMI, le bâton de World Bank, etc., ou le bâton du Club de Paris, où on fait des chantages à certains dirigeants africains qui sont encore sous couvert de la France, puisque c'est elle qui dit qu'elle négocie des crédits pour eux. Donc voilà en fait ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, il y a des pays qui, ayant vu le danger venir, la France a immédiatement coopté la Côte d'Ivoire et elle s'est proposée comme étant un allié de l'Ukraine. Au point même qu'un ambassadeur soit installé et on demande même à des volontaires ivoiriens d'aller sur le front. Vous voyez? Donc c'est une sorte aussi d'offensive, même si elle n'est pas sur le plan militaire, mais c'est une offensive géopolitique. Et je crois que beaucoup de pays vont se réveiller et je vous assure, vous allez voir que entre la fin de 2024 et 2025, depuis 2025, il y aura un chamboulement sur le continent africain. Ça, croyez-moi Dieu, l'Europe va dégringoler parce que ce qui va se passer, c'est trop fatal. Nous croisons les doigts que M. Trump puisse se passer parce que s'il ne passe pas, ce serait la Troisième Guerre mondiale. Je vais m'arrêter ici. Thank you so much, Afrique Média. Bye. Merci à vous, merci à vous. Je reviens vers vous, Général Issa Diawara, en espérant, en attendant en tout cas que d'autres téléspectateurs réagissent. Vous avez écouté le cher monsieur, notre cher monsieur, monsieur Peter, qui justement parle justement de bouleversement sur le plan de la géopolitique, parle justement de contre-attaque sur le plan géopolitique. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, avec cette visite justement de Sergueï Lavrov sur le continent africain, doit-on s'attendre à un renforcement des équipements? On sait déjà, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, en prenant l'exemple des États de l'AES, que ces États sont bien équipés, ils sont désormais assez forts pour mener la lutte qui est la leur. Mais aujourd'hui, avec cette visite, doit-on s'attendre à un renforcement justement de ces équipements militaires, quand on sait que pendant les dernières années, justement, la Russie s'est positionnée comme étant le premier fournisseur d'armes aux États africains, notamment aux États de l'AES. Aujourd'hui, Lavrov est en Guinée, doit-on s'attendre justement au même cheminement, c'est-à-dire à des accords militaires qui vont conduire à des livraisons d'armes, qui vont conduire à l'assistance sur le plan justement de la formation des troupes militaires. Est-ce qu'on doit s'attendre justement à un cheminement de ce genre? Alors, Issa Diawara n'est
apparemment pas des nôtres en ce moment, peut-être des soucis de liaison. Nous continuons bien évidemment à parler de cette visite de Sergueï Lavrov sur le continent. Il a commencé aujourd'hui, ce lundi, en Guinée-Conakry. Il devrait se rendre également au Tchad, au Congo, et bien évidemment, il devrait, selon certaines sources, même si c'est pas encore confirmé, se rendre aussi au Burkina Faso. Une visite qui s'inscrit dans le cadre justement du renforcement des liens, ou alors qui pourrait s'inscrire dans le cadre du renforcement des liens entre justement les États africains et la Russie. Général Issa Diawara, je reviens vers vous avec la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on devrait voir dans cette nouvelle visite, dans cette énième visite du diplomate russe, justement, est-ce qu'on doit s'attendre à un renforcement justement des équipements ou des compétences, je veux dire des équipements militaires des États africains avec lesquels la Russie est déjà en partenariat? Et pour ce qui est de la Guinée, est-ce qu'on doit s'attendre à un cheminement pareil à celui par exemple du Burkina Faso ou du Mali, où il y a justement des accords militaires, il y a eu des accords militaires qui ont conduit à des livraisons d'armes et à une assistance même sur le plan de la formation des troupes militaires? J'espère que vous me recevez cette fois-ci. Vous me recevez? Je vous reçois, Général Diawara. Merci bien. Bon, cette fois-ci avec la Guinée, ça dépend de la feuille de route qui sans doute doit être convenue entre les deux parties. Parce que les pays de l'Est et la Guinée ne sont pas forcément les mêmes besoins aujourd'hui. Mais demain, oui, la Guinée sera dans les mêmes besoins. Parce qu'aucun pays africain aujourd'hui ne peut prétendre se développer sans une armée forte. Parce que tous les pays africains font l'objet de convoitises. Or, la meilleure façon de sécuriser votre développement, c'est d'avoir une armée à la hauteur, bien sûr, des menaces contre votre territoire. La Guinée, pour qui connaît la Guinée, c'est un pays qui regorge d'immenses réserves d'or aussi, d'immenses réserves de fer, de bauxite et d'autres ressources encore. Donc la Guinée, c'est un pays qui aussi qui est convoité par beaucoup de pays occidentaux, par beaucoup de vautours. Donc il est tout à fait normal de se dire que la Guinée fait face aux mêmes menaces militaires. Maintenant, ils ont envoyé leurs chiens méchants qu'on appelle les terroristes en Guinée comme dans les pays de l'Est? Non, parce que l'Est est aujourd'hui une ceinture, un bouclier, un verrou avant d'atteindre la Guinée et avant d'atteindre le Sénégal. C'est pourquoi, si les gens de la CEDEAO avaient été intelligents, ils devaient faire bloc pour aider à éteindre le feu depuis le Mali, c'est-à-dire, ou bien depuis le Niger à la frontière avec la Libye. De la même façon, qu'est-ce que les Occidentaux font aujourd'hui en Ukraine? Je salue l'appel d'ailleurs qui a fait l'historique et la comparaison, ce qui s'est passé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Ukraine? Les Occidentaux disent que l'opération spéciale russe, la guerre qui se déroule en Ukraine, les concerne directement parce qu'ils sont sur le même continent que l'Ukraine. Et que tôt ou tard, ça peut arriver chez eux. Au même moment, des pays voisins directs du Mali, du Burkina ou du Niger, disent ne pas être intéressés par la guerre contre les terroristes qui est venue d'ailleurs, contre lesquels ces trois pays sont en train de se battre. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et les mêmes dirigeants africains partent dans les capitales occidentales, partent partout dans le monde, et ne veulent même pas prendre l'exemple de cette anticipation qu'ils sont en train de faire. Or, même en Occident, c'est faux. Parce que c'est l'Occident qui est venu agresser la Russie en Ukraine. C'est l'Occident qui a fait établir des postes, jusqu'à 14 postes en Ukraine, pour surveiller, menacer, espionner la Russie. Ce n'est pas le cas avec nous. Qu'est-ce que les terroristes sont venus en Libye et ils ont fait exporter la Libye jusqu'ici, renverser des régimes ici. Et si ce n'était pas question de terrorisme là, mais le Mali n'était plus dans les histoires de coup d'État, il y a eu passation de pouvoir entre le président sortant, Alpha Omar Konaré, le président Abdrahmane Toumani Touré, qui a respecté deux mandats. Ça, c'est important à souligner, à préciser. Alpha Omar Konaré, au bout de ces deux mandats, est parti.
été arrivé et il avait dit qu'au bout de ces 2 mandats, il ne va plus se représenter. Mais ce sont les Occidentaux qui ont fait renverser son pouvoir à travers ce terrorisme. Parce qu'ils sont cupides. Gourmandisme ne suffit pas. Et aujourd'hui, le même problème se trouve dans les pays de l'Est. Et nous avons des pays tout autour de nos frontières qui disent ne pas être concernés par ces problèmes. Mais je me demande dans quelle planète, dans quel monde nous sommes. Et tout ce qui frappe ton voisin, ça peut te frapper à tout moment, comme on le dit à Bamara. C'est la bataille, c'est la guerre, souvent des lézards. C'est-à-dire il suffit qu'un lézard trempe sa queue dans la flamme pour se planter au-dessus d'un toit en paille et puis c'est parti, tout le village est brûlé. Comment on peut s'asseoir, croiser les bras et puis sanctionner ces pays qui renversent des gouvernements qu'on trouve ne pas être capable d'aider suffisamment les armées à venir à bout du terrorisme et que des militaires sont sacrifiés chaque jour. Les militaires eux-mêmes prennent le pouvoir, au lieu de venir les écouter, les aider, les accompagner, on ferme les frontières contre eux, on les sanctionne, on essaie de les affaiblir pour renforcer dans ces cas le terrorisme, mais c'est une façon de vous faire bouffer par le terrorisme. Il est temps que les dirigeants africains, malgré quel qu'en soit leur goût du pouvoir, quel qu'en soit leur appétit pour les listes du pouvoir, ouvrent les yeux et comprennent qu'ils sont tous des proies pour le terrorisme occidental et que les pays de l'Est, ils doivent les saluer car c'est des pays qui constituent aujourd'hui le verrou. On ne souhaite pas ce que veut l'Occident. Si les pays de l'Est venaient à échouer contre le terrorisme, ils pensent que les terroristes vont dire, bon, on a pris Bamako, peut-être Ouaga et Niamey tranquille, maintenant, nous ça suffit, on reste ici. Ah non, ils vont s'étaler, ils vont faire jonction avec ceux qui sont en Afrique centrale. Ils vont faire jonction avec ceux qui sont en Afrique de l'Est. C'est toute l'Afrique qu'ils veulent contrôler. Au lieu que les États continuent à faire signer des contrats d'exploitation des ressources, avec les touristes, ils viendront prendre ça tranquillement et repartir. Jusqu'à quand les Africains vont rester à dormir, se cacher, faire semblant de ne pas comprendre, parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est triste, mais coopération militaire, c'est dans l'intérêt des États africains d'abord, pas dans l'intérêt des Russes. Celui qui ne veut pas signer des accords militaires avec la Russie, qu'il s'asseye et qu'il regarde, qu'il assiste tout simplement à la fin du film. C'est la fin du film, souvent qui est très bonne, parce qu'après, en rentrant, chacun va raconter son récit. Merci beaucoup. Merci Général Diawara. Une énième tournée de Lavrov sur le continent africain, à terre africaine. En tout cas, une tournée qui conduit, qui laisse présager justement un renforcement encore plus accru de l'influence russe sur le continent africain, alors que les puissances occidentales perdent en influence sur ce même continent. Merci à vous, Général Issa Diawara, pour votre disponibilité. Merci d'avoir participé à cette sortie d'appel sur le continent. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci également à Charlie Kenyé que nous avons eu en début d'émission et qui a dû nous quitter pour des raisons indépendantes autant de notre volonté que de la sienne. Nous espérons l'avoir dans les prochaines sorties d'appel sur le continent. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci pour vos appels, merci pour vos contributions. Nous vous donnons rendez-vous demain à 17h30 heure de Malabo et nous vous laissons en compagnie des programmes d'Afrique Média, notamment la rediffusion tout à l'heure du débat panafricain de ce dimanche avec à la présentation Céleste Capen. Portez-vous bien et bonne soirée.